Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission Au-delà des mots. Voilà, l'émission où en général nous accueillons des médiums, enfin en tout cas des personnes qui œuvrent pour le bien-être des autres et pour euh, vous faire rencontrer ou partir à la rencontre des personnes parties de l'autre côté du voile. Voilà. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est né le 1er août 1968. Il est né d'un père professeur d'histoire et peintre, et d'une mère artiste. Alors il s'appelle Stéphane Alix. Il a depuis sa jeunesse parcouru le monde à travers l'Afghanistan comme reporter de guerre jusqu'en 2001, où brusquement tout s'arrête suite au départ de son frère Thomas dans un accident de voiture à l'âge de 30 ans. Voilà. Alors Stéphane Alix est également auteur de plusieurs livres, dont bon nombre sur l'Afghanistan. Puis il a écrit aussi sur les extraterrestres et enfin sur l'au-delà, avec La mort n'est pas une terre étrangère. En 2009, c'est oui, le livre est en 2009. Puis le test en 2015. Voilà, c'est le livre dans lequel nous allons parler en tout dernier, qu'il présente tant en radio que sur les chaînes de télévision. Voilà, en 2011, Stéphane Alix se fait connaître du grand public par la série documentaire Enquête extraordinaire sur M6, qui sera d'ailleurs édité en DVD. J'ai le plaisir de la voir. Et enfin, il est également le créateur de l'INRES TV, et ainsi que de la revue Inexplorée. Voilà, alors j'ai le plaisir de l'accueillir ce soir. Bonsoir Stéphane Alix. Vous allez bien? Ça va et vous? Merci de Ça me va, ça recevoir. va. J'espère que je vous ai bien présenté. Oui, oui, juste mon père était prof de géo en fait. Ah, pas prof d'histoire, d'accord. Non, non. Ok. Voilà, alors moi j'aurais aimé savoir comment se fait-il qu'un homme, un jeune homme issu d'une famille d'artistes comme vous et professeur donc de géo, ait un jour eu l'envie de partir en Afghanistan pour côtoyer le danger quand même. C'est pas simple, c'est pas facile, j'imagine. Bah, c'est un peu le mystère en fait. Très honnêtement, je voulais absolument devenir reporter de guerre. C'était quelque chose photographe de guerre plus précisément. Oui. C'était quelque chose qui m'occupait l'esprit tout le temps. Je faisais des photos dans les manifestations à Paris. J'adorais quand ça dégénérait en des affrontements à la fin entre les CRS et les manifestants. Voilà, j'avais ce rêve un peu naïf, un peu puéril de devenir grand reporter. Et puis, bah, une succession de hasards et de circonstances de la vie ont fait que j'ai pu partir en Afghanistan en 1988. J'avais 19 ans, effectivement, pour C'est rejoindre jeune. un groupe de résistants afghans contre les soviétiques et de passer pas mal de temps avec eux dans le maquis et de faire un peu comme ça mon entrée dans le métier de journaliste. D'accord, c'est quand même, c'est vraiment rentré par le côté le plus dangereux. Il y a quand même des moyens beaucoup plus simples et beaucoup moins risqués d'entrer en journalisme quand même. Oui, mais c'était pas tellement le journalisme, moi, qui m'intéressait. C'était plus le grand reportage et le reportage de guerre. J'avais vraiment cette fascination qui était à l'époque très naïve, très puérile, très bizarre peut-être, pour la guerre. Je voulais absolument voir des gens faire la guerre, comprendre pourquoi ils le faisaient, faire des photos, ramener ça en France. Enfin, une vraie passion pour le métier de photojournaliste. Pour faire des photos, il faut aller sur le terrain parce que écrire des articles, on peut le faire très loin encore des zones Oui. de conflit, mais pour faire les photos, il faut y aller. Et donc je suis parti, voilà, et puis je me suis pas posé plus de questions que ça. Quand on commence à se poser trop de questions, c'est qu'il faut arrêter, et ça, je me le suis posé un peu plus tard. D'accord. Et vous avez également rencontré le 17e Karmapa, personnage important du bouddhisme tibétain, en 2000. Alors, Oui, alors ça, c'est effectivement on fait un grand saut quantique après l'Afghanistan. Effectivement, pendant ces 15 années, enfin 12 années entre l'Afghanistan de 88 et 2000, je suis devenu vraiment pleinement journaliste, grand reporter. J'ai travaillé sur plusieurs conflits, mais j'ai aussi travaillé sur d'autres thématiques, et notamment la cause tibétaine et l'invasion chinoise du Tibet, pardon. oui.
Et ça m'a fait côtoyer pas mal de gens dans la communauté en exil, à Dharamsala notamment, le Dalai Lama bien sûr, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Et puis, dans les hasards de la vie ont fait que j'ai fait un petit film pour Arte en tout début 2000 sur ce jeune lama tibétain qui venait de s'échapper du Tibet, qui s'appelle qui est le Karmapa, le 17e Karmapa, qui est une figure spirituelle assez importante dans le panthéon tibétain, et qui venait de s'échapper. Donc ça a créé un espèce de conflit diplomatique important entre l'Inde et la Chine. Et je suis allé faire un sujet pour Arte Info sur ce personnage qui a effectivement été assez marquant. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que cette rencontre n'est pas due au hasard en fait? Est-ce que c'était prévu, si on peut dire ça comme ça? C'est toujours difficile d'essayer de mettre du sens, et je suis toujours un petit peu réticent, moi, à essayer de dire il y avait ci à tel moment pour telle raison, etc. En revanche, il est évident que, et je m'en rends compte pleinement aujourd'hui, qu'on est tous guidés, Oui. d'une manière ou d'une autre, et que tout au long de ma vie, que ce soit dans des circonstances heureuses ou malheureuses, j'ai été accompagné, guidé, placé à certains endroits de façon hallucinante, peut-être pour me faire rencontrer des gens, peut-être, c'est vrai que quand je rencontre le Dalai Lama à 21 ans et que je passe une heure avec lui en entretien, c'est un moment merveilleux, c'est un moment extraordinaire. Comment est-ce que j'ai pu décrocher cette interview? Je ne sais pas encore. Donc effectivement, mon métier de journaliste et de journaliste indépendant m'a poussé à tenter des choses qui n'étaient pas forcément raisonnables d'être tentées. Puis bon, parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. Et j'ai vraiment la sensation, voilà, tout au long de mon existence, et aujourd'hui ça prend vraiment pleinement sa mesure, d'être accompagné et guidé. Et effectivement, cette rencontre avec cet homme un peu étonnant, qui était un garçon à l'époque, il avait 14 ans, a été pour moi le déclenchement d'un changement de vie assez colossal. Et bon, j'ai toujours du mal à dire que c'était prévu, mais bon, effectivement, comme vous dites, c'était sans doute pas dû au hasard. Je pense que... Ouais. Enfin, mais il me paraît... Pour moi, ça me paraît logique, c'est presque une logique implacable. Vous rencontrez donc le Karmapa en l'an 2000. En 2001, vous perdez votre frère Thomas. Enfin, vous le perdez pas, parce que nous on croit à l'après-vie. Vous aussi, j'imagine, maintenant. Oui. Et donc, j'imagine que cette première rencontre avec ce Karmapa là était là pour vous préparer à ce qui allait suivre ensuite. C'est difficile de dire ça. Vous savez, j'aime pas avoir... Je vous l'ai dit, j'ai le sentiment d'être accompagné, d'être aidé, qu'à certains moments dans ma vie, il s'est passé des choses assez lumineuses, et des rencontres, et celle du Karmapa en a été une. Après, je préfère rester, vous voyez, dans cette espèce de distance par rapport à ces expériences, sans vouloir créer des passerelles, sans vouloir créer des logiques entre elles, des interprétations en disant c'était psy à tel moment pour ça, peut-être c'était pour vous préparer un an avant la mort de mon frère. Bon, je ne sais pas si la mort de mon frère était prévue un an avant qu'il meure. Voilà, qui sommes-nous pour penser ça. des choses comme ça? Est-ce que les choses sont prédestinées? Est-ce que nos vies sont prédestinées? Est-ce que les dates de nos morts sont déjà connues quelque part? Je sais pas. Je pense que dans notre existence, on rencontre des gens qui nous aident, des gens qui nous mettent à l'épreuve, et que c'est à nous d'avoir cette liberté d'en faire quelque chose, ou au contraire de ne pas y arriver. Mais on a toujours cette liberté, j'ai le sentiment. C'est vrai que ce sont des paroles sages, on va dire. Vous êtes intéressé au phénomène inexpliqué suite au départ de Thomas, donc. Alors, était-ce pour simplement vous rassurer? Car dans un premier temps, en fait, vous étiez quand même assez cartésien, quoi. Mais je le suis toujours. Oui, oui, je le suis toujours aujourd'hui. Pour me rassurer, je sais pas. La mort de mon frère à un âge où théoriquement on ne perd pas un frère, à 33 ans pour moi et 30 ans pour lui, effectivement, ça crée un gouffre, ça crée un questionnement, ça crée une envie de réponse. Et je ne sais pas où aller chercher ces réponses à ce moment-là, parce que je ne suis pas pratiquant d'une religion particulière. J'ai une ouverture spirituelle, mais qui est très sommaire. Et
et pour moi, les phénomènes inexpliqués, la médiumnité, les expériences de mort imminente, tout ça, je m'y suis jamais intéressé. Je n'y connais rien. Pour moi, ça fait même pas partie d'un espace sérieux. C'est plutôt des croyances ou des trucs de charlatans. Donc, à ce moment-là, j'ai envie de savoir où est mon frère. J'ai envie de pouvoir me poser cette question-là, sans encore supposer que je pourrais le faire de façon rationnelle. Et ce n'est qu'un peu plus tard, quand je commence à découvrir des choses sur les expériences de mort imminente, en lisant des livres et en rencontrant des témoins, et en travaillant comme un journaliste sérieux sur ces expériences-là et sur ce qu'elles ont à nous dire de la conscience, que je commence à découvrir que les certitudes sur lesquelles j'avais vécu toute ma vie, les 37 dernières années, n'étaient pas si certaines que ça, et que des soi-disant certitudes comme la vie s'arrête à la fin de l'existence et que quand on meurt, il n'y a plus rien, tout ça n'est pas une certitude du tout. C'est quelque chose que l'on pose comme une hypothèse dans notre société matérialiste depuis 3 siècles, mais des milliards d'êtres humains à travers l'humanité depuis des millions d'années pensent le contraire. Donc la mort de mon frère a créé cette brèche en moi pour me pousser à m'interroger, me pousser à faire des recherches et me pousser à orienter en fait mon habitude, mon travail de journaliste sur des domaines qui a priori je ne pensais pas pouvoir être explorés de cette façon-là. D'accord. Donc c'est en fait à ce moment-là que vous avez, on va dire, découvert ou porté un intérêt à la mort et à l'après-vie, en fait. Oui, je faisais un peu feu de tout bois, c'est-à-dire que j'avais envie de trouver j'avais envie de trouver des réponses, j'avais envie comment dire. Enfin, je pense que parmi les gens qui nous écoutent maintenant, il y a des gens qui ont sans doute subi le même fracas dans leur existence, Oui. en tout d'un coup étant confrontés à la perte de quelqu'un. Et dans notre société, on passe notre vie à éviter les questions qui fâchent. En fait, on se divertit, on s'amuse, on sort, on pense à autre chose. Toutes les questions, la maladie, la mort, on n'y pense pas. On dit ça n'arrivera qu'aux autres ou ça arrivera plus tard, etc., etc. Donc tout d'un coup, quand quelque chose comme ça arrive avec fracas dans votre existence, sans y être préparé, moi, tout d'un coup, ma vie change. Je peux plus passer mon temps à juste rien faire comme si de rien n'était. Je peux pas passer mon temps à continuer mon métier comme si de rien n'était, à vivre comme si d'un coup il n'y avait pas un frère qui avait disparu. J'ai envie de mettre toute mon énergie pour essayer de savoir ce que c'est que la mort, en fait. Et cette espèce de fascination un peu morbide et bizarre qui m'avait conduit en Afghanistan à 19 ans, qui était cette espèce de fascination que j'avais pour la mort depuis toujours, pratiquement, tout d'un coup, elle prend un visage un peu plus urgent, un peu plus impérieux. Il faut que je comprenne. Voilà, il faut que je comprenne. Et je sais pas où aller chercher. Donc, je commence à m'intéresser à tout ce qui me tombe sous la main, expériences de mort imminente, etc., etc., en lisant des livres, de la philo, des recherches, des médecins, etc., etc. Et ça dure encore. Enfin, moi maintenant, je suis un peu plus apaisé, mais on y viendra. Mais donc tout ça a commencé en 2001, en fait. Oui, Donc, oui, vraiment, le moment de bascule, c'est un peu plus de 15 ans maintenant, 15 ans et quelques jours, le 12 avril 2001, quand mon frère a été tué dans un accident de voiture, effectivement. d'accord. Donc pendant toutes les années 2000, vous avez progressé dans vos recherches et comment avez-vous fait pour trouver des enseignements, si je peux dire. Le mot enseignement est pas très adéquat, mais bon, j'ai trouvé que ça. Non, écoutez, en fait, j'ai vraiment fait mon métier de journaliste. C'est-à-dire que avec les expériences de mort imminente, j'avais un sujet qui était un sujet rationnel, qui arrive souvent à l'hôpital ou dans des services d'urgence où les gens ont été ranimés après un arrêt cardiaque, par exemple, et ils décrivent des expériences qui sont bien connues. Je ne vais pas répéter ça pour vos auditeurs, mais voilà quelque chose qui donne la possibilité d'une enquête au moins médicale et puis peut-être en psychologie et en tout cas journalistique. Qu'est-ce que ces gens-là ont vécu? Est-ce que c'est une hallucination?
Est-ce qu'en fait, cette sensation de sortir de son corps et de percevoir un monde de l'au-delà et puis de revenir après une fois qu'on est ranimé, est-ce que c'est juste une hallucination en fait ou pas? Et quand on commence à interroger des chercheurs, des médecins qui travaillent sur ces expériences-là, c'est-à-dire qui interrogent des témoins, qui ont réfléchi vraiment à ce que pouvaient être ces expériences-là, on s'aperçoit que, non, c'est peut-être pas une hallucination. C'est peut-être pas une hallucination et ça nous indique peut-être même quelque chose sur le mode de fonctionnement de notre cerveau qui remet complètement en question la façon dont on le percevait jusqu'à présent. On disait, la conscience c'est fabriqué par le cerveau, donc si le cerveau ne marche plus, s'il est mort, il n'y a plus de conscience, c'est terminé. Et tout d'un coup, on a des gens qui disent avoir vécu des expériences de grande conscience, extrêmement claires, dans des moments où leur cerveau ne fonctionnait plus ou pas bien du tout. Oui. Donc, pour moi, ça n'apporte pas des réponses toutes faites, mais ça ouvre la possibilité de réfléchir, de questionner. Donc en fait, pendant toutes ces années, je ne fais qu'accumuler des rencontres, des entretiens avec, encore une fois, des médecins, des chercheurs. Je vais à l'étranger, je vais voir ce que font, notamment aux États-Unis, les Américains sur ces sujets-là. Oui. Et puis, en fait, plus on avance dans ces sujets-là, moins on a de certitude. On n'a pas forcément les réponses comme ça toutes faites qui vous tombent comme par magie, mais en revanche, on découvre, et ça pour moi en tant que journaliste, ça a été, et ça l'est toujours d'ailleurs, un moment absolument extraordinaire, de découvrir ces citadelles de certitude qui s'effritent et qui s'écroulent les unes après les autres. C'est formidablement excitant, parce que ce travail, c'est un travail de journaliste, c'est un travail d'enquête. Je ne suis pas en train de suivre les enseignements d'un maître spirituel, je suis en train de faire une enquête journalistique rationnelle. Et en faisant ce travail-là, ces certitudes et ces citadelles s'effondrent les unes après les autres. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça extrêmement excitant. Je trouve ça formidable aussi. J'imagine que vous avez rencontré le docteur Charbonnier. Vu que, Bien sûr, oui, voilà. Ça fait partie des tout premiers que j'avais rencontrés. Oui. Ça fait il me semble que ça fait 10 ans que j'étais allé le voir à Toulouse. Depuis, on est devenus très amis, on se voit assez régulièrement. Effectivement, Jean-Jacques est un des premiers à m'avoir ouvert un regard sur ce que sont ces expériences de mort imminente et sur ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire juste une petite hallucination, en fait. Bah oui, parce que j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois aussi en conférence et quand même, quoi, on est en droit de se poser pas mal de questions quand on entend parler, quand on entend dire des choses sur l'au-delà et que les gens partent et reviennent et qui ramènent des souvenirs. Oui, alors là, il y a un immense débat. Il y a un débat. Oui. Est-ce que quand on a vécu une expérience de mort imminente, on est mort? Vous en avez qui disent oui, on est mort puisque c'est le début de la mort, et puis d'autres qui disent non, on n'est pas mort parce que la mort c'est un processus irréversible, donc si on est revenu pour le raconter, c'est qu'on n'est pas mort, c'est qu'on a commencé à effectivement avoir une détérioration de notre corps et de certains de nos organes, mais on a été ranimé et on n'est pas mort. Moi, je pense que ce débat-là, il peut être laissé de côté. C'est pas ça le plus important. Je pense que il y a deux angles d'approche en fait de ces expériences. La première, c'est l'angle d'approche expérientielle. Qu'est-ce que ces gens ont vécu? Qu'est-ce qu'ils en disent? Comment est-ce qu'ils regardent la mort aujourd'hui, par exemple? Oui. Est-ce que cette expérience les a transformés? Oui, non. Et quand on commence à interroger un témoin, 2 témoins, 3 témoins, des gens qui ont vécu ces expériences-là, on s'aperçoit qu'ils ont, pour la plupart, c'est pas forcément super facile, c'est pas forcément l'image d'Épinal que l'on trouve dans certains ouvrages, mais ça reste quand même une expérience qui vous bouleverse fondamentalement, qui vous fait regarder la mort différemment. Moi, je me souviendrai toujours de mon entretien avec Jean Morzel, qui est un expérienceur français qui est décédé il y a quelques semaines. Jean m'a parlé de son expérience de mort imminente et en me parlant de ses enfants, deux de ses fils qui étaient décédés avant lui. Il me parlait d'eux en me parlant de sa tristesse immense de papa d'avoir perdu des enfants, mais il me parlait aussi de sa confiance absolue du fait qu'il savait qu'ils étaient en paix et qu'ils étaient quelque part où il allait les rejoindre. Donc cette espèce d'assurance que les expérienceurs ont dans chacune de leurs cellules,
elle doit être entendue, elle n'est pas négligeable, c'est pas juste « oh, c'est dans votre tête, madame ou monsieur », c'est quelque chose de fondamental. Et moi, cet impact psychologique qu'ont vécu les témoins a été quelque chose qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a vraiment fait réfléchir énormément. Au-delà du débat, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont vraiment pas morts? Parce que cette question, en fait, elle focalise l'attention, elle focalise le débat et les énervements des opposants et des partisans, et en fait, on passe à côté peut-être de quelque chose d'essentiel qui est simplement l'expérience qu'ont vécu ces gens-là. Et à côté de ça, il y a l'autre débat qui est un débat plus médical et qui est, comme je l'abordais tout à l'heure, absolument vertigineux et fabuleusement excitant, c'est que des gens rapportent avoir eu des expériences de décorporation, enfin, en tout cas de perception d'un environnement, à un moment où leur corps n'est plus en état de fonctionner, leur cerveau n'est plus en état de fonctionner. Ils ont les yeux fermés, ils ne peuvent plus entendre, ils ne peuvent plus voir, ils ne peuvent plus se souvenir, et pourtant ces gens décrivent ce qui se passe dans la pièce des secours, autour de l'ambulance qui les emmène à l'hôpital, etc., etc. Enfin, vous avez entendu tous ces discours-là. Oui. Donc ça, je ne sais pas s'ils ont commencé à mourir ou pas, peu importe, encore une fois, ce débat-là, laissons-le de côté. En revanche, ils sont conscients, ils sont même hyper conscients, c'est-à-dire qu'ils décrivent une expérience plus réelle que la réalité en général, ils en parlent comme quelque chose de plus réel que la réalité, et pourtant ils ont un cerveau qui ne fonctionne pas ou plus du tout. Donc là, il faudra trouver quelqu'un qui vienne m'expliquer comment un cerveau peut générer des états de conscience aussi exceptionnels, aussi inhabituels, alors qu'il est pas irrigué, qu'il a plus de sang, qu'il est en cessation d'activité. Voilà. Bon. Et ça, je vous dirais un peu maladroitement, mais ce constat-là est, à mon avis, un éclair de fracas dans le monde médical actuel. Et on n'en prend pas à la mesure encore, parce qu'on trouve toujours, oui, mais ça pourrait peut-être être une activité résiduelle dans le tronc cérébral, oui, mais ça pourrait être ci, oui, mais c'est peut-être ça, oui, mais c'est peut-être ça. Non, je crois que la question fondamentale, elle est tellement vertigineuse qu'elle peine encore à s'imposer. La conscience, notre conscience, le fait de se voir, de se souvenir, de percevoir le monde, n'est peut-être pas, enfin maintenant, moi j'en suis aujourd'hui convaincu, mais n'est sans doute pas réductible à notre cerveau, et que quand notre cerveau ne fonctionne plus définitivement ou ne fonctionne pas parce qu'il est altéré pendant un moment donné, on est capable de percevoir quelque chose sans son aide. La conscience est indépendante du cerveau. Voilà, il y a aujourd'hui un pourcentage assez réduit de médecins et de professionnels de santé qui commencent qui en sont aujourd'hui absolument convaincus et qui défendent cette thèse. Il y a une immense majorité de personnes qui s'y opposent encore, avec parmi eux des gens qui s'y opposent de façon très catégorique et très caricaturale, et d'autres qui s'y opposent avec des arguments recevables et qui alimentent un débat intelligent. Et je pense qu'on est au cœur de ce débat intelligent, et plus on fait ce travail sérieux d'investigation que font des médecins, que j'ai fait en tant que journaliste, plus on peut ouvrir le débat et avoir vraiment quelque chose de très constructif sur des questions qui nous passionnent tous. Bah oui, en parlant justement de la conscience qui se situe à côté du cerveau, ou dans et à côté, on va dire. Justement, Jean-Jacques Charbonnier, lui disait ça, c'est à la toute première conférence à laquelle j'ai assisté, je l'ai entendu dire ça. Et la preuve en est que justement Jean Morzel, de la personne dont vous parliez tout à l'heure, a fait l'expérience avec la fameuse plaque qui se situait dessous la table d'opération, qu'il a réussi à lire. Voilà, mais l'expérience de Jean, des centaines de personnes ont fait des expériences similaires. C'est-à-dire que Jean Morzel a vu un objet, la marque de la table d'opération sur laquelle il était en train d'être opéré. Il était opéré du foie. Il avait des écharpes de bois qui avaient extrêmement abîmé son foie. Dieu merci, il est tombé sur un jeune médecin qui a été capable de faire une opération qui était à l'époque pas du tout évidente, qui a permis de le sauver. Donc pendant que Jean a le poitrail ouvert avec le médecin avec le foie dans la main qui est en train d'enlever les échardes, Jean se promène dans la pièce comme un petit oiseau, vole, va à l'extérieur, et puis à un moment va effectivement sous cette table d'opération et voit que cette table a été fabriquée à Saint-Étienne, je crois de mémoire, et il va garder ça en souvenir. Et quand plusieurs jours plus tard, il a vérifié déjà par lui-même que
que différentes choses qu'il avait observées pendant sa sortie hors du corps sont vraies, c'est-à-dire des choses qu'il a vues de l'hôpital dans lequel il n'était jamais allé auparavant. Il est suffisamment en confiance pour se dire il a peut-être vécu quelque chose d'important, donc il veut en parler à son médecin. Et quand il dit à son médecin, voilà, je crois que j'ai vécu ça, je suis sorti de mon corps, j'ai eu l'impression d'observer ce qui se passait pendant l'opération. Là, le médecin évidemment dit, mais non, vous devez confondre. Et quand Jean lui dit, si, parce que sous la table d'opération, j'ai vu qu'elle avait été fabriquée à Saint-Étienne. À ce moment-là, le médecin part en courant dans la salle d'opération et revient blanc comme un linge dans la chambre de Jean, parce qu'effectivement, c'était Jean avait vu la marque. Et des cas comme ça, on en a beaucoup aujourd'hui. On en a vraiment beaucoup de personnes qui sont sur une table d'opération. Les médecins, les chirurgiens peuvent en attester. Ils peuvent attester de l'incapacité absolue de ces personnes-là de voir ou de comprendre ce qui se passe dans la pièce. Et pourtant, quand ils sont ranimés après l'opération, ils décrivent des choses très précises qui se sont passées dans la salle d'opération. Voilà, ça c'est le type d'expérience qui voilà, encore une fois, qui sont ce qu'on appelle en science en fait une anomalie. La science, c'est pas un espèce de monolithe de granit qui sait tout sur tout. La science, c'est une méthode d'explication de la réalité qui nous entoure. Donc, pour comprendre la réalité qui nous entoure, on pose des hypothèses. Cette réalité pourrait peut-être s'expliquer par ci, ça et ça. Et puis cette hypothèse-là, on la vérifie. Puis aujourd'hui, on a vérifié comme ça un immense champ d'hypothèses qui font qu'on a défini une sorte de paradigme. On appelle ça un paradigme, un système de description de la réalité. Et puis de temps en temps, dans les paradigmes, il y a des petites anomalies qui se produisent, c'est-à-dire quelque chose qui ne devrait pas se produire selon les lois en vigueur et qui pourtant se produit. Donc la plupart des gens en général sont dans le déni, ne veulent pas entendre parler de ces anomalies, en disant ça doit être une petite coquille, mais ça sera réglé plus tard, on comprendra plus tard, on s'en fiche. Et puis il y en a d'autres qui se disent que ces anomalies sont peut-être des indications sur le paradigme prochain, sur la nouvelle réalité qui sera celle qu'on aura admise dans 100 ans, dans 200 ans. Et je pense que les expériences de mort imminente sont une de ces anomalies colossales dans le monde de la médecine aujourd'hui qui nous indique que, encore une fois, que la conscience n'est pas fabriquée par le cerveau, elle n'est pas à côté, à moitié dedans, elle est ailleurs. Le cerveau est un outil de détection de la conscience, mais en aucun cas un outil de fabrication de la conscience. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, donc pendant ces années 2000, là, donc, vous avez voyagé encore et encore. Oui. Et donc, vous avez fait évoluer vos connaissances sur pas mal de choses, en fait. Sur tout ce qui touche à l'au-delà, tout ce qui touche aux soins. Parce que j'imagine qu'aux États-Unis, vous avez quand même vu pas mal de monde, genre des chamans et des choses comme ça. Oui, effectivement, Comment rassembler tout ça en quelques mots? C'est pas facile. À un moment, j'ai eu la sensation d'arriver un peu au bout du sujet. C'est-à-dire que quand, notamment après Enquête extraordinaire, les tournages pour M6, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ce que le monde, à peu près de façon exhaustive, comptait de chercheurs sur les expériences de mort imminente, sur la médiumnité, sur tous ces sujets. J'avais l'impression de ne pas avoir forcément toutes les réponses que j'attendais, les réponses certaines. Vous voyez, ce débat dont je parlais tout à l'heure entre les gens qui disent que les expériences de mort imminente ne sont pas la mort et d'autres qui disent que ce sont la mort, oui. Moi j'étais un peu au milieu, c'est-à-dire j'étais perdu, j'entendais des gens me dire mais si l'expérience de mort imminente c'est le début de la mort, donc le tunnel c'est ce qui se passe quand on meurt et puis après on voit des proches, etc. et on va dans un endroit où il y a des proches qui nous attendent et qui nous guident. Et puis j'entendais aussi d'autres personnes qui me disaient mais non, pas forcément, les gens sont revenus, ils ont été ranimés, donc ils ne sont pas morts, donc peut-être que la mort c'est quelque chose d'encore inconnu derrière, etc., etc. Donc moi j'étais un peu tiraillé dans ce monde, en fait j'étais tiraillé dans ce monde rationnel et cartésien du journaliste. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à sortir de là, à faire autre chose que ça, en fait, à faire autre chose que poser des questions inlassablement. Et il a fallu effectivement une approche différente pour tout d'un coup me donner un autre éclairage
sur la mort. Et cet éclairage, il est venu du chamanisme, mais aussi des passerelles que j'ai essayé d'identifier entre les différentes traditions spirituelles dans le monde, comme le bouddhisme tibétain, le chamanisme, j'en ai parlé, la tradition spirite, pour essayer de voir si en fait ces traditions-là avaient, au-delà de la science, une passerelle commune, des points communs. Et je veux dire, comment dirais-je, si je partais du principe que si la spiritualité est juste l'émanation de l'inspiration d'un maître spirituel, mais qu'elle n'a pas de réalité en soi, bah, à ce moment-là, elle va être différente en fonction de chaque maître spirituel. Oui. Elles vont jamais se croiser, elles vont jamais se ressembler. Et en fait, en commençant à découvrir toutes ces similitudes entre le livre des morts tibétain, par exemple, qui décrit le voyage après la mort de façon extrêmement précise, et en découvrant que les chamans nous parlent de la mort d'exactement de la même manière et la décrivent exactement de la même manière, en écoutant des médiums spirites en France décrire aussi les mêmes choses. Alors, il y a toujours des petites différences, il y a toujours effectivement des angles, des regards, des interprétations différentes, mais quand on va à l'essence de ce que ces enseignements nous donnent, on est dans quelque chose de très similaire. Et ça, pour moi, ça a été le deuxième moment fracassant, en fait, d'une certaine manière. Parce que je me dis, j'ai pas de moyen objectif de dire que la spiritualité est une réalité. En revanche, si différentes traditions spirituelles décrivent exactement la même chose sur un phénomène donné, par exemple la mort, Oui. comment expliquer que des types tout nus dans la forêt amazonienne aient cette vision des choses qui coïncide à tel point avec des Tibétains ayant écrit un texte guidant leurs congénères après la mort au 8e siècle, au fin fond de l'Himalaya. Comment se fait-il que cette même croyance ressemble en tout point à ces traditions de médiums en Occident qui disent communiquer avec l'au-delà et qui décrivent le monde de l'au-delà et les voyages et les tourments ou les évolutions émotionnelles de l'âme dans la mort? Comment se fait-il que ça soit partout la même chose? L'hypothèse la plus séduisante, c'est que peut-être c'est partout la même chose parce que c'est la réalité. Et de suspecter ça a commencé pour moi à ouvrir un champ de recherche et d'expérimentation qui à nouveau a été vraiment vraiment excitant. Donc je me suis pas mis à la méditation, ça j'ai vraiment du mal. En revanche, je me suis un peu plus immergé dans le chamanisme. Oui. J'ai pratiqué des cérémonies en Amazonie, j'ai discuté avec des chamans et tout d'un coup j'ai découvert un autre moyen d'accéder à la réalité, un moyen peut-être un peu plus spirituel, qui jusqu'à présent pour moi n'avait pas vraiment de valeur parce que j'y voyais pas quelque chose d'objectif. Mais le fait de me rendre compte que voilà plusieurs traditions à travers le monde en disant la même chose l'avaient d'une certaine manière objectivée, ça m'a donné la possibilité d'aller plus en confiance dans cet univers-là et de laisser émerger en moi ce monde spirituel, cette connexion au monde spirituel. C'est pas toutes ces expériences-là qui ont fait qu'en 2007 vous créez l'INRES, donc l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Si, complètement. C'est-à-dire que cette recherche, cette découverte, tout ce que je vivais était tellement vertigineux, tellement passionnant que j'avais pas envie de n'en faire que des livres ou des articles. J'avais envie de générer quelque chose d'un peu plus important autour de ça. Et l'idée de l'INRES est née comme ça, au départ, avec pour vocation de permettre à ce que des gens qui vivent des expériences un peu hors normes puissent trouver une oreille attentive, sans jugement, bienveillante, mais en même temps cadrée. C'est-à-dire, il n'était pas question d'ouvrir un groupe spirituel X ou Y, il était question d'ouvrir un espace de diffusion d'informations, de partage, où on puisse être écouté et en même temps orienté avec rationalité. Et voilà, avec Sébastien Lilly, mon associé, on a développé d'une part les cycles de conférences, et puis on a créé la revue Inexplorée qui est aujourd'hui en kiosque,
Et puis en octobre dernier, Sébastien Lilly a lancé le projet qu'il portait depuis des années, INRES TV. Ben oui. Ben oui, parce en fait, je crois que c'est en 2009 que vous avez changé de statut au niveau de l'INRES pour justement pouvoir créer la revue Inexplorée. En fait, au début, l'INRES était une petite association parce que on n'a pas imaginé une seule seconde ce que ça allait devenir. Donc l'objectif était simplement de pouvoir organiser quelques conférences et de réunir des psys autour d'un projet intéressant. Mais assez rapidement, on a été dépassé par l'ampleur du succès, puis surtout de la demande qu'on rencontrait d'un magazine, d'une diffusion d'informations. Et donc, on a effectivement été obligé de changer de statut pour pouvoir avoir une structure qui nous permette de façon plus souple et plus appropriée de développer ce qui est devenu l'INRES aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous faites exactement à l'INRES? Parce que c'est des initiales et bon, j'imagine que vous travaillez sur les NDE, sur tout ce qui touche aux esprits, on va dire, à la médiumnité, au paranormal. L'immense majorité de notre activité, c'est la diffusion d'informations. Donc on a une plateforme d'information qui est le site inres.com, sur lequel il y a des centaines d'articles, de podcasts, de vidéos. Il y a toutes les conférences qu'on a organisées depuis presque 9 ans maintenant. Donc des centaines d'heures de conférences avec des gens venus du monde entier, des chamans, des chercheurs américains, des expérienceurs. Enfin, on a traité vraiment des sujets d'une richesse extraordinaire. Et puis il y a le magazine, qui a une rédaction avec une parution tous les trimestres, qui est disponible aujourd'hui en kiosque. Et puis aujourd'hui INRES TV, qui est un espace où vous imaginez pas ce que c'est que de devoir faire tourner une chaîne de télévision. Mais ça, c'est Sébastien Lilly qui porte ça sur ses épaules depuis plusieurs années maintenant. La télé est en ligne depuis octobre. C'est une web TV accessible via le site de l'INRES. Mais voilà, c'est une production d'informations cadrée et sérieuse sur tous ces sujets extraordinaires. Voilà ce qu'est fait l'INRES aujourd'hui. C'est balèze, hein. C'est gentil de dire ça. Oui, c'est vrai. Il faut dire les choses comme elles sont. Merci. Alors, on va dire que dans l'intervalle, parce que je me demande même où c'est que vous allez trouver le temps pour écrire des livres. Donc, vous écrivez La mort n'est pas une terre étrangère, voilà, en 2009. Je me demande comment vous arrivez à écrire tout ça, quoi, à écrire, à créer, mais vous êtes une formidable machine, quoi. Non, je me trouve pas très efficace même parfois, mais oui, on y arrive. Hein. Effectivement, moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir du temps pour écrire et m'isoler pendant une longue période pour pouvoir écrire. Malheureusement, pour La mort n'est pas une terre étrangère, il a fallu que j'écrive tout en ayant mon activité avec l'INRES et autres. Donc je me levais très tôt le matin et puis je consacrais 2, 3, 4 heures autant que je pouvais à l'écriture. Et puis voilà, après je recommençais une autre journée d'activité. Et en fait, je m'en suis tiré très bien comme ça. Il faut dire aussi que justement après les 2 saisons d'Enquête extraordinaire, j'ai d'un commun accord avec mon associé Sébastien Lilly, j'ai délégué mon rôle de président à Sébastien, qui est aujourd'hui le président de l'INRES, et je me suis désengagé d'une partie des activités pour justement revenir à un travail d'écriture, comme pour faire le test récemment, et puis pour faire les prochains titres, qui effectivement serait un peu compliqué à mener tout en menant ce qui est devenu l'INRES aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne suis plus président de l'INRES, c'est Sébastien Lilly qui dirige la société depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, avec brio, avec énormément de talent. Et voilà, le lancement d'INRES TV, c'est lui. Et voilà le petit secret pour que je puisse maintenant plus me consacrer à l'écriture. D'accord, je comprenais pas en fait. Je me dis, mais c'est un boulimique, c'est pas possible. Et parfois c'était un peu compliqué, oui. Ben voilà. Est-ce que justement le livre La mort n'est pas une terre étrangère. Terre étrangère. Voilà.
n'est pas le prémisse de justement de la série de DVD, enfin d'abord de la série de documentaires qui est passée sur Enquête M6. extraordinaire. Bah, oui, d'une certaine manière, dans la mesure où la mort n'est pas une terre étrangère, comme le travail que l'on faisait à l'INRES à ce moment-là, c'est toujours le même angle, c'est-à-dire travailler sérieusement sur des sujets qu'on considérait comme pas sérieux. Donc, avec la sortie du livre, mais aussi le succès grandissant de l'INRES, bah, tout d'un coup, il est apparu comme légitime qu'on pouvait faire des émissions ambitieuses sur ces sujets-là, sans se moquer, sans avoir le pseudo-sceptique à la fin qui dit que tout ça, ce sont des fadaises. Voilà, faire un travail journalistique sérieux. Donc, on pouvait s'appuyer effectivement sur mon bouquin et puis aussi sur l'activité de l'INRES toutes ces années précédentes. Et quand on est allé proposer le projet à M6, bah, c'est allé assez rapidement, en fait, même à notre grande surprise. Hein, le projet est parti très vite et il y avait à la base vraiment quelque chose d'important, c'était la confiance. C'est-à-dire que M6 et la direction de M6 nous a fait confiance intégralement sur le contenu de nos films et pas à une seule seconde on a eu des commandements pour couper ci, enlever ça ou je ne sais quoi. Au contraire, ça a été une liberté absolue parce qu'ils avaient bien compris que aujourd'hui le grand public veut un travail un peu plus rigoureux et sérieux sur ces questions-là, pas juste les clowneries qu'on avait jusqu'à présent. Mais c'est vrai que la télévision avait tendance, on va dire, avant les enquêtes extraordinaires, à prendre tout ce tout ce qui a rapport avec le paranormal ou la vie après la vie, enfin, toutes ces choses-là, à prendre ça pour de la rigolade, en fait. Et, Oui, parce que c'était par manque de sérieux. Si vous voulez, pour prendre la mesure en fait du sérieux de ces sujets-là, il faut quand même passer un peu de temps. Moi, j'y ai passé des années. Je suis pas plus doué qu'un autre, sauf que moi, j'ai passé ce temps-là. Donc, ce temps-là m'a permis de faire le tri, en fait, dans, du bon grain de livret qu'il y a dans ces phénomènes-là, m'a permis de faire le tri entre les véritables chercheurs, les véritables médecins qui travaillent sérieusement, et puis plein d'autres qui sont dans du délire, ou qui sont pas vraiment médecins, ou qui sont pas vraiment, etc., etc. Enfin voilà, c'est un monde qui doit être débroussaillé, et dans lequel malheureusement beaucoup de gens aussi essayent de défendre un peu leur chapelle et de défendre des certitudes. Et, et, et voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour les chercheurs qui cherchent, les chercheurs qui arrêtent de chercher et qui disent avoir trouvé et qui sont contentes et qui sont ravis d'avoir trouvé quelque chose. Bon, pourquoi pas, mais il y a quelque chose qui m'échappe peut-être. Je pense que sur des questions ayant trait à ce qu'on qualifie de surnaturel aujourd'hui, on est très très loin d'avoir trouvé les réponses à tout. Et, et quand on en fait le constat, quand on est, je pense, honnête par rapport à ça, bah on est rassurant et on peut travailler correctement comme on l'a fait nous avec Enquête extraordinaire. d'accord. Ouais, il nous reste un petit quart d'heure pour l'émission. J'aimerais qu'on parle, si possible, justement du dernier livre que vous avez écrit, Oui. donc le test, tout simplement. Voilà, donc Oui. voilà. J'aimerais savoir si ce livre sert vraiment de preuve, parce qu'en fait, sur le titre, c'est marqué est-ce une preuve? Preuve de l'après-vie. Voilà. Est-ce que Oui, c'est il y a un une point preuve de d'interrogation aussi l'après-vie? quand même. Vous savez, il est tard, on va se parler très franchement. Je pense que la relation à la mort, c'est une relation et une question qui est très intime et propre à chacun. Oui. Je ne pense pas que, avec tout le sérieux que j'ai pu mettre dans cette enquête-là, je ne pense pas que je suis la personne qui va apporter une preuve qu'il y a une vie après la mort. On n'est pas dans le domaine de la preuve, on est dans une question qui est tellement vertigineuse, qui est tellement colossale, qu'on peut faire réfléchir, on peut troubler. Effectivement, moi, de faire ce test, de faire cette expérience-là, d'écrire ce livre m'a profondément bouleversé parce que le test marche. Le test marche, c'est-à-dire que quand je cache des objets dans le cercueil de mon père et sans en parler à qui que ce soit et que des médiums d'une manière inattendue me parlent de ces objets, comme ça a été le cas dans le livre, pas du tout comme je m'y attendais, mais malgré tout, c'est fracassant. Donc je peux pas appeler ça une preuve, mais c'est un peu comme si vous voulez si vous êtes devant un tribunal
il vous manque effectivement la preuve absolue, mais vous êtes capable quand même d'apporter des éléments qui vont appuyer la culpabilité de l'accusé. Et là, je pense que j'ai pu apporter des éléments qui appuient un peu l'hypothèse que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Mais c'est un livre qui est très différent des précédents. C'est un livre beaucoup plus personnel, Oui. parce que j'y parle de mon père, évidemment, j'y parle de ma famille. Je livre beaucoup de choses intimes et personnelles, mes propres sensations aussi, mes propres ressentis, au fur et à mesure des séquences de tests, au fur et à mesure des interviews avec chacun des médiums, parce qu'ils m'ont touché dans ce qu'ils m'ont dit, au-delà des séances, au-delà des rencontres avec les différents défunts, et notamment mon père. Ce livre m'a bouleversé, en fait. M'a bouleversé. Mais les médiums, en plus, ce sont des médiums qui sont quand même connus, quoi. On va dire sur l'ensemble de la France, parce qu'à une époque, au moins, ils officiaient au sein des associations d'aide au deuil. Oui. Plusieurs, effectivement, sont sans doute assez connus de vos auditeurs. Ah oui, oui, Je voulais que mon test ait des chances de marcher quand même, donc je suis allé solliciter les médiums qui ont fait leurs preuves déjà, et notamment auprès de moi, parce que pour certains, c'est des médiums que j'ai déjà testés pour mes livres ou pour Enquête extraordinaire, donc j'ai pu juger à multiples reprises de leur capacité, et bien que je ne leur ai pas dit que je faisais un test, et que je leur ai juste fait croire au départ que c'était des interviews et que je voulais juste qu'on fasse une séance de médiumnité pour voir si des défunts se passaient, je voulais quand même donner toutes les chances que ça puisse marcher en sélectionnant des gens qui ont une bonne réputation et en qui j'avais confiance. Voilà. En tout cas, il y en a un qui m'a dit de vous passer le bonjour, c'est Jean-Marie Le Gall, même s'il n'a pas fait partie du test. Non, Jean-Marie, effectivement, j'ai eu l'occasion, lui, de le tester d'une certaine manière, Oui. parce que à un moment donné, on a beaucoup collaboré ensemble pour Enquête extraordinaire, pour mon livre aussi, La mort n'est pas une terre étrangère, et Jean-Marie, effectivement, est extrêmement doué, extrêmement impressionnant. Il m'a fait vivre des expériences très très fortes. Effectivement, je ne l'avais pas retenu pour le test pour d'autres raisons, mais c'est quelqu'un de très impressionnant. C'est un ami très cher. Voilà. Mais ce soir, il est avec Jacques Pradel. Il est en train d'enregistrer une émission. Voilà. D'accord. Et je l'ai eu cet après-midi au téléphone. Il m'a dit de vous embrasser pour lui. Voilà exactement ce qu'il m'a dit. Super. Bon, bah voilà. On fait notre petite cuisine amicale entre nous, alors. Voilà, c'est sympa. Alors, donc oui, il faut rappeler quand même que le test est paru chez Albin Michel, là, quand même. Oui, c'est gentil, oui, chez Albin Michel, en fin octobre. Voilà. Donc il est disponible absolument partout aujourd'hui. Enfin, je le dis d'autant plus facilement, je vous invite à le lire, parce que j'ai l'impression d'une certaine manière que c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pour ça que je peux en parler peut-être plus facilement et dire tout le bien que je pense de ce bouquin. Ça va vous paraître peut-être étonnant, mais c'est d'abord 6 médiums qui ont répondu à mes questions, qui ont participé à ce test et qui m'ont livré chacun des morceaux de leur vie, des morceaux de leur parcours, leur interprétation, leur vision des choses. Donc tout ça, c'est ce que je retranscris dans le bouquin. Et au-delà de ça, j'ai l'impression, aujourd'hui c'est une conviction, que mon père, évidemment, y a participé à ce test. Forcément. Et non seulement mon père, mais d'autres personnes dans le monde de l'au-delà. Et que c'est cette entreprise collective, en fait, qui fait ce livre aujourd'hui. Et l'écrire, pour moi, a apaisé les derniers espaces où il y avait encore besoin d'apaisement. Et j'ai vraiment l'espoir qu'il puisse apaiser et étonner toutes les personnes qui vont le lire et qui m'en parlent. C'est le cas parce que je reçois énormément de retours et de courriers, de mails, ou sur ma page Facebook, de commentaires de gens qui l'ont lu et qui me touchent, qui me bouleversent aussi. La vie de ce livre, les rencontres que je fais avec des lecteurs à travers la France, je vis un moment vraiment impressionnant depuis plusieurs mois et j'en suis énormément reconnaissant à ce monde invisible, qui a participé pour que ce livre puisse exister et puisse apporter du bien autour de lui. Ouais, je crois que c'est réussi de ce côté-là. Hein. Quand on voit le best-seller que c'est.
Voilà, Oui. voilà. Il y a même pas besoin de se poser des questions. Le résultat est là. Voilà. Ah, merci. Une petite question encore, parce qu'on n'a pas parlé de, bah, sans dévoiler quand même non plus le contenu du livre. Est-ce que les résultats par rapport au médium que vous avez donc convoqué, est-ce que les résultats ont été concluants? Ah bah oui, sinon je serais pas là en train de vous parler. Oui, Oui, mais oui, quand oui, oui, même. ils ont été mais plus que concluants. Ça a été fracassant. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est-à-dire que j'ai eu, il y a eu 6 médiums, donc il y a eu 6 séances de médiumnité qui ont eu toutes leur lot de surprises, de déconvenues aussi, mais de réussites indiscutables. Euh, avec mon père qui s'est manifesté, mais aussi d'autres défunts en donnant des signes de reconnaissance euh, dont même certains que j'ignorais complètement. C'est-à-dire qu'on peut, on peut même pas dire que c'est de la télépathie parce que voilà, il y a plein d'informations dont j'ai découvert qu'elles étaient réelles en parlant après avec ma mère ou en décryptant de façon précise avec des gens de la famille les retranscriptions précises de chacune des séances de médiumnité. Donc c'est aussi pour ça, je crois que c'est au-delà du test lui-même, euh, c'est le fil de ces séances qui a été pour moi bouleversant et qui a été plus que probant, plus que probant. Il y a le Mais prénom ça, Jean qui est il faut revenu. le lire pour se rendre compte. Pardon. Il y a le prénom Jean qui est revenu souvent aussi par rapport au médium. Le prénom. Jean. Ben, après, effectivement, on pourrait rentrer il y a des centaines de détails. Il y a le prénom Jean. Moi, une des choses qui m'a le plus troublé, mais il y en a beaucoup, c'est la manifestation chez 3 médiums différents du même oncle, de la même personne. Un oncle de mon père qui est mort en 1915, donc que mon père n'a même pas connu, qui est disparu en février 1915 sur le front. Et cet homme s'est manifesté auprès de 3 médiums différents en décrivant voilà, les circonstances de sa mort, en décrivant même la scène précisément. Et à 2 reprises, chez 2 médiums différents, il a donné son nom. Il s'appelait Paul. D'accord. Euh, voilà, voilà le type de soi-disant coïncidence en s'accumulant, crée ce sentiment de stupeur, enfin oui, de stupeur. Alors, Enfin, même si aujourd'hui, voilà, et même en faisant ce livre, j'étais déjà très très familier de la médiumnité, convaincu de l'efficacité et de la réalité de ce phénomène et de la réalité de la possibilité de communiquer avec nos défunts. Malgré ça, j'ai eu des émotions, mais vous pouvez même pas vous imaginer en cours de séance. mais c'est évident. C'est évident, ça touche à son âme propre, en fait, en quelque sorte. Oui, À ce qu'on a de plus cher à l'intérieur de soi. oui, oui, oui. Donc c'est normal que le côté émotionnel remonte à la surface, quoi. Mais l'émotion aussi de voir que ça marche. En fait, c'est ça aussi. Il y a l'émotion des messages qui sont donnés, voilà, des relations de famille qui se dévoilent, mais l'émotion que j'ai ressentie en premier, c'est l'émotion que ça marche. Oui, Ça marche. ben C'est oui, vraiment des défunts avec qui je communique. Et là, je peux plus, j'ai plus de questions, j'ai plus de, comment dire, de, oui, mais ça pourrait être si, oui, mais c'est peut-être de la télépathie, oui, mais c'est peut-être si. Non, là, je suis devant le constat ébaudi que je parle avec mon père, que je parle avec mon grand-père, que je parle avec ma grand-mère, que je parle avec ces gens d'un monde de l'au-delà. oui, Et, et pour le cartésien que je suis, c'est d'une émotion, mais folle, quoi, folle. Enfin, mais oui. je, pardonnez-moi, je me laisse un peu emporter là. Non, mais c'est normal. Alors, Alors. je suis tout à fait. Moi, je trouve ça magnifique, en fait, parce que c'est le cœur qui parle. Et quand le cœur parle, le cœur ne ment pas. Voilà, donc Bah, merci. tant mieux, tant mieux. Moi, je trouve ça superbe. Voilà. Alors, bah, en fait, je voulais vous poser la question sur ce que vous pensiez de l'après-vie, mais vous venez de le donner, en fait, hein, Bah oui, en oui, quelque oui, sorte, hein. voilà. Pour moi, l'après-vie, c'est. Pour moi, il n'y a pas de différence maintenant. J'écrivais encore ça cet après-midi. Il n'y a pas de différence entre la vie et la mort. Comme il n'y a pas de différence entre aujourd'hui et demain. Vous voyez, on va aller se coucher, on va dormir, on va faire des rêves, et puis on va se réveiller, puis on sera la même personne, on sera toujours en vie, on continuera à évoluer,
à essayer de faire du bien autour de nous. Je crois que la mort, c'est pareil. À un moment, on s'allonge dans un lit, on glisse progressivement vers la mort, ou alors on a un accident, c'est subi, c'est inattendu, et puis hop, on bascule et on se réveille de l'autre côté, on est mort. Exactement, oui. Parfois on le comprend tout de suite, parfois il faut un peu de temps pour le comprendre, et puis on continue, et puis on se dit c'est ballot, si j'avais su, j'aurais pu peut-être dire ça à ma femme, que je la vois pleurer aujourd'hui, j'aimerais qu'elle soit rassurée, parce qu'en fait tout va bien pour moi, ou ma fille, ou mes enfants, etc. Et puis la vie continue, et la vie continue, voilà, la vie est éternelle. La vie est éternelle, nous sommes des êtres éternels. Comme disait Pierre Teilhard de Chardin, nous sommes des êtres spirituels et on fait des expériences humaines et on a l'impression que nos expériences humaines sont la totalité de la réalité. Et en fait, non, ça n'est juste qu'un petit reflet de la réalité. Nous sommes en ce moment, là, les gens qui nous écoutent, on n'est que des petits reflets de la réalité. Oui, comme et on quand dit... on meurt, on réaccède à une dimension un peu plus grande, qui n'est pas forcément la totalité de la réalité, mais qui est déjà un peu plus grande, un peu plus vaste. Comme on dit, je ne suis pas mort, je suis simplement passé dans la pièce d'à côté. Oui, Voilà. je ne sais plus qui disait ça, mais c'est vrai. Très juste, oui. Alors, la toute dernière question, comment analysez-vous votre parcours, votre chemin de vie? Comment je l'analyse? Quel est le... Il faudrait que je résume un petit peu tout ce que je vous ai dit pendant cette heure-là. C'est-à-dire que je n'ai jamais abandonné mon sérieux, mon exigence, ma rationalité. Jamais. Et ce que je vous livre maintenant, ces derniers mots, sont vraiment le fruit d'un cheminement rationnel. C'est-à-dire que quand j'entends cheminement rationnel, c'est-à-dire que toute personne qui ferait le même cheminement que moi, on arriverait aux mêmes conclusions. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la bonne nouvelle, parce que ça peut être partagé objectivement. C'est cette idée que la vie est bien plus vaste que ce qu'on observe autour de nous, qu'il y a un sens, que ce que l'on fait aujourd'hui de bien s'inscrit dans la durée, comme ce que l'on fait de mal. Donc autant faire le bien, parce que comme la vie est éternelle, si on se cultive du mal éternellement, ça va être embêtant. Voilà, si je dois analyser mes 47 ans de vie, c'est ça, c'est des urgences, le besoin impérieux d'avoir des réponses. J'ai jamais lâché l'affaire, mais en revanche, j'ai jamais non plus abandonné mon sérieux et mon discernement et ma rationalité, et voilà, j'en arrive aujourd'hui à être dans une paix vraiment profonde par rapport à la question de la mort. Maintenant, il va falloir s'occuper d'autres sujets. Voilà. En tout cas, j'ai été très content de vous recevoir, Stéphane Alix. Merci beaucoup de votre écoute, de vos questions. J'ai l'impression d'avoir parlé des heures et des heures. J'espère que je n'ai pas lassé tout le monde, mais c'était très agréable en tout cas. Merci à vous. Voilà, mais je veux pas vous quitter sans rappeler aux auditeurs que s'ils habitent du côté de La Rochelle, vous serez le 7 mai, je crois, à l'association Arc-en-Ciel de l'ONIS. Oui. Voilà, c'est avec ma copine Marie-Paul Moyon. Super, oui, je serai là le 7 mai, c'est ça. Voilà, le 7 mai, ce sera au Leclerc, je crois. Oui, c'est ça. Toutes les informations sont accessibles sur le site de l'INRS. Sur ma page Facebook. Et d'ailleurs, je suis dimanche également à Rennes pour les autres Bretons du Nord. Oui. Une grande conférence toute la journée avec d'autres intervenants, dont Nicole Dron d'ailleurs. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller sur ma page Facebook avec l'agenda, c'est indiqué. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée, bonne fin de soirée. Stéphane Merci Alix. beaucoup à vous de votre écoute et de ce temps passé ensemble. Merci Très bien. bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était donc Stéphane Alix qui est venu nous raconter un petit peu son chemin de vie et son parcours. Voilà, je suis super content de l'avoir reçu ce soir. Merci de nous avoir suivis. Demain, nous allons recevoir Johanna, qui va venir nous parler de spiritualité également. Voilà, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée, une bonne nuit et de beaux rêves. Voilà, à demain. Salut!